Et puis, dans les années 70, il y a eu un choc sur les prix des matières premières. On est passé de 4 à 12, puis à 30 $ le baril. Et à ce moment-là, les technologies, l'inventivité des hommes et la capacité de passer du stage de la recherche pure au stage du développement, elle est terriblement exacerbée par tout simplement la carotte des prix. Et il est clair que les prévisions de halte à la croissance ne se sont pas confirmées, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas anticipé l'impact que la hausse des prix aurait sur les systèmes technologiques. Donc, je sais bien qu'on peut être de purs scientifiques, mais il faut bien essayer d'interpréter et d'anticiper le croisement entre le message du marché et la réaction des scientifiques et de la recherche. Si j'essaie de me projeter dans l'avenir, je vais partir d'une bêtise qui est la base de l'économie de marché. À un moment donné, un marché, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Et alors là, je vais vous paraître un économiste libéral, voire en France ultra-libéral. Si l'offre excède la demande, le prix baisse. Si la demande excède l'offre, le prix monte. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas l'économie administrée telle qu'on l'a imaginée en France. Regardons d'abord ce qu'on peut anticiper de la demande. La vraie question que je me pose, et à laquelle je ne sais pas totalement répondre, et je ne sais même pas si, dans cette noble maison, il y a des gens qui seraient capables de répondre. Ça a été un peu dit déjà, que seront les technologies en 2020-2030 ? Je n'en sais rien. Au niveau de la demande, quel sera le mix énergétique d'un habitant moyen de notre planète en 2050 ? Qu'est-ce qu'il va consommer comme énergie ? Quel type d'énergie lui seront disponibles et qu'est-ce qu'il va consommer ? Je suis incapable de répondre à cette question. Et c'est, à mon avis, la question la plus fondamentale. Et ce mix énergétique, il va dépendre à la fois des prix et éventuellement de la disponibilité. Quelque part, comme j'ai beaucoup d'admiration pour les vrais scientifiques, je me dis que je ne sais pas anticiper ce que seront demain les progrès technologiques. Simplement, je suis certain que les technologies demain seront totalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, je me dis que notre mix énergétique se sera très probablement adapté aux enjeux et aux disponibilités énergétiques des décennies à venir. Le problème est très différent, par exemple, c'est pour ça que je suis beaucoup plus anxieux, paradoxalement, sur les enjeux alimentaires. Je viens d'être grand-père, mon petit-fils est né il y a 2 mois et je suis en train d'écrire un bouquin sur le siècle qu'il va vivre. La certitude que je peux avoir, c'est que ce jeune Jules, dans 50 ans, il a 78 ans d'espérance de vie à la naissance, dans 50 ans, je ne sais pas ce qu'il consommera comme énergie. Je sais par contre que lui et ses petits copains, ils auront besoin de manger chaque jour 2500 à 3000 calories et une centaine de grammes de protéines, dont la moitié d'origine animale. Et je ne pense pas que les progrès techniques feront qu'on pourra ne plus manger dans 50 ans. Alors que je pense que les progrès techniques nous permettront d'avoir une démarche énergétique totalement différente. Donc, la première question sur la demande que je me pose, c'est quel sera le mix énergétique ? Et là, je me mets un point d'interrogation. Il faut être de temps en temps modeste quand on est économiste. Deuxième question, quel sera le niveau de consommation ? Il est clair que nous venons de vivre 2 siècles de prédation. Pendant 2 siècles, nous avons connu nos révolutions industrielles, et nos révolutions industrielles, nous les avons fait sans réfléchir jamais à ce qu'était finalement le coût des ressources naturelles. Nous avons vécu en prédateurs, c'est-à-dire en estimant que l'on pourrait toujours en trouver un peu plus, donc que la question de la disponibilité ne se posait pas. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans des logiques dans lesquelles nous essayons, et on le voit quand même, depuis même le premier choc pétrolier, on voit une diminution de l'intensité énergétique de nos économies. Si vous calculez l'intensité énergétique d'un point de PIB en 1970, l'intensité énergétique d'un point de PIB français aujourd'hui est nettement plus faible. C'est un élément tout à fait fondamental. C'est ce qui explique d'ailleurs que les économies occidentales aient pu supporter l'année dernière le choc pétrolier que nous avons connu. En 1970, le premier choc pétrolier, on était passé de 4 à 12 $ le baril, ça avait foutu le monde en récession. L'année dernière, la récession,
Ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas le choc pétrolier qui l'a provoqué, ce sont les passions bancaires et financières, et c'est une autre chose. Donc, il est clair qu'il faut intégrer dans la demande une tendance naturelle aux économies d'énergie. Regardez simplement un des éléments, un des chapitres du Grenelle de l'environnement, qui est par exemple l'efficience énergétique des bâtiments. Vous savez, si vous construisez votre maison aujourd'hui, que vous allez avoir une consommation d'énergie, vous allez même pouvoir avoir des maisons presque autonomes énergétiquement, ce qui n'était bien entendu totalement différent lorsque l'on construisait les grandes barres de HLM de l'après-Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait loger toute la génération, les parents de la génération du baby-boom. Troisième élément sur la demande, troisième élément